Regardez le deux poids, deux mesures. Regardez le deux poids, deux mesures. Israël a une préoccupation légitime concernant le programme nucléaire iranien. Oui, d'accord, on peut le comprendre. Israël peut prendre des mesures préventives parce qu'il perçoit une menace venant de l'Iran. Mais la Russie ne peut pas faire cela en Ukraine. La Russie ne peut pas dire « nous voyons un danger venant de l'OTAN ». Veuillez aussi prendre en compte nos intérêts. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas faire ça parce que vous êtes la Russie. Vous devez vous taire et encaisser. Mais quand Israël perçoit une menace venant du programme nucléaire iranien, il a le droit de mener une attaque préventive avec l'aide des États-Unis et de tout l'Occident. La France a dit qu'elle les soutenait. Encore une fois, où sont les normes internationales? Où sont les normes internationales? Donc un État peut penser à son avenir, anticiper des menaces futures et agir, ce que l'on peut comprendre dans certaines conditions. Mais un autre État, depuis 25 ans, 30 ans, vous dit qu'il est très préoccupé par cela. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Cela nous menace. Non, 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 ça n'a pas d'importance. Bonjour à tous, ici Pascal, des études sur la neutralité. Et aujourd'hui, nous devons une fois de plus discuter de la nouvelle guerre dans laquelle Israël et les États-Unis ont plongé l'Iran après l'attaque sournoise et surprise contre Téhéran et d'autres villes iraniennes vendredi dernier. Pour aborder la situation du point de vue de l'un des voisins du nord de l'Iran, je suis aujourd'hui accompagné du Dr Arthur Kachikian. Arthur est titulaire d'un doctorat en relations internationales de l'université de Stanford et enseigne actuellement à l'université arménienne d'Erevan, qui est la capitale de l'Arménie. Arthur, bienvenue à nouveau. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau, Pascal. Et je promets de ne plus jamais mentionner Margaret Thatcher. Ne mentionnez pas Thatcher. Ne parlez pas de la guerre. Commençons par ce qui se passe en ce moment. Je veux dire, Erevan, vous êtes à 200 km de la frontière avec l'Iran, n'est-ce pas? Quelle est la situation actuellement? Est-ce que cela a un impact sur vous là-bas? Eh bien, les gens sont très inquiets. Cela pourrait avoir un effet très déstabilisant sur l'ensemble de la région du Caucase du Sud. L'Iran jouait le rôle de médiateur entre nous et l'Azerbaïdjan, la république voisine avec laquelle nous entretenons une relation très compliquée. Quelques incidents militaires se sont produits ces dernières années. Il y a eu une guerre en 2020 et l'Iran a été l'un des pays qui ont stabilisé la situation dans la région, avec la Russie et dans une certaine mesure la Turquie, même si la Turquie était un peu partiale. Mais maintenant, avec les conséquences déstabilisatrices de l'attaque contre l'Iran, les gens craignent vraiment que l'Arménie soit la prochaine cible. Malheureusement, nous n'avons pas de relation très amicale avec nos voisins à l'Est et à l'Ouest, et les gens s'inquiètent que cela puisse être une occasion pour eux aussi de recourir à l'action militaire. Que la guerre ait un effet domino dans notre région. Donc, surtout avec l'Azerbaïdjan, n'est-ce pas? Et la Turquie, dans une moindre mesure. Mais jusqu'à présent, peut-on dire que les gens observent simplement la situation et sont sur le qui-vive quant à ce qui est touché? Parce que j'ai entendu dire que la partie nord, azérie de l'Iran, a également été frappée. Et c'est assez proche de l'Arménie aussi, n'est-ce pas? Eh bien, c'est à notre frontière, oui. Les gens ils sont sur les nerfs. C'est le bon terme. Ils sont très inquiets. Ils sont sur les nerfs. Ce que cela signifie, Pascal, c'est que nous faisons un pas de plus vers la loi de la jungle. C'est la loi du plus fort. Vous savez, nous revenons à Thucydide, les forts font ce qu'ils veulent et les faibles doivent accepter, doivent faire ce qu'ils doivent. C'était sa formule. Donc nous revenons à un monde de jungle. Nous mettons de côté toute apparence de normes internationales. Et en gros, tout se règle par la force. La paix par la force.
Mais ce n'est pas la paix par la force, c'est le chaos mondial, l'instabilité et potentiellement une marche vers la Troisième Guerre mondiale par la force. C'est très étrange. Je suis très surpris que l'administration américaine suive cette voie. Allons-y, car la crainte est que ce conflit puisse évoluer de manière très différente de la guerre russo-ukrainienne, qui depuis 3 ans est restée contenue dans ces 2 endroits. Et bien que la guerre ait été portée à plusieurs reprises en Russie, et qu'elle ait également été menée à l'intérieur de la Russie, elle s'est principalement déroulée en Ukraine. Maintenant, ce que nous voyons avec l'Iran pourrait immédiatement prendre une autre tournure, n'est-ce pas? Pour l'instant, le discours officiel est qu'il s'agit d'échanges de frappes entre Israël et l'Iran. Mais nous savons que cela a été rendu possible grâce à l'aide des États-Unis. Et nous voyons actuellement des préparatifs, apparemment de la part des États-Unis, pour s'engager avec leurs forces militaires. Pouvez-vous peut-être nous en dire un peu plus sur ce que vous savez concernant la position actuelle des forces américaines? Eh bien, oui, mes informations proviennent de sources ouvertes. D'après ce que je comprends, il y a actuellement un mouvement de forces aériennes et navales britanniques et américaines vers la région du conflit. Apparemment, certains avions ravitailleurs ont quitté les États-Unis pour la Grande-Bretagne, et ils se dirigeront probablement ensuite vers le Moyen-Orient. Et 2 porte-avions ont été rapprochés du Golfe Persique, d'après ce que j'ai compris. Je veux dire, nous savions tous que cette attaque n'aurait pas été possible sans l'implication militaire des États-Unis. Ce sont eux qui ont armé les armes fournies. Le financement, bien sûr, est venu des États-Unis, ainsi que le renseignement. Et vous avez vu l'article dans ABC. Eh bien, les médias ABC l'ont dit, puis le New York Times les a cités. Nous avons fourni des renseignements de première qualité à Israël. Nous le savions tous, bien sûr. Et aussi, le style de cette attaque. Rappelez-vous comment elle a commencé avec les drones. Les drones qui ont été introduits clandestinement sur le territoire iranien, puis activés soudainement. C'est le même style que cette attaque assez troublante contre la triade nucléaire russe qui a eu lieu, je crois 2 semaines plus tôt. C'est le même style. C'est la même signature. Concernant la guerre en Ukraine, cette attaque est assez inédite. Jamais, pendant la guerre froide, nous n'aurions pu imaginer une attaque contre la triade nucléaire de l'une des superpuissances. C'était tout simplement impensable. C'est bien plus dangereux que la crise des missiles de Cuba en 1962. Je veux dire, nous serions tous dans des abris en ce moment. Mais nous pouvons en parler quand vous voulez. En ce qui concerne cette affaire, vous avez vu qu'ils ont fait passer ces drones en contrebande. C'est une opération clandestine, plutôt bien organisée. Les drones ont été introduits en territoire iranien, puis ils ont frappé les systèmes de défense aérienne iraniens ainsi que les missiles balistiques, ce qui a donné à Israël l'avantage d'une attaque surprise. D'après ce que je comprends, il y avait un accord provisoire pour poursuivre les négociations dimanche, donc 3 jours après le lancement de l'attaque. L'Iran a donc été pris par surprise. Cela ne me semble pas être une très bonne façon de mener des négociations. Et encore une fois, cela pourrait conduire à une escalade majeure. Je veux dire, oui, c'est vraiment horrible. Et surtout, cela souligne le fait qu'apparemment, les États-Unis et Israël comptaient sur le fait que l'Iran ne s'attendrait pas à une attaque, alors que les négociations étaient encore en cours, et qu'ils ont ensuite utilisé ces négociations comme une tactique de camouflage, ce qui bien sûr invalide tout espoir dans un processus diplomatique. Maintenant, en même temps, nous savons que Vladimir Poutine a parlé à Donald Trump hier, dimanche, le jour de son anniversaire. Et apparemment, Vladimir Poutine et les Russes proposent d'aider à la médiation ou à calmer ce conflit. As-tu entendu quelque chose ou as-tu des informations sur la position russe en ce moment?
Eh bien, encore une fois, d'après ce que je comprends des sources ouvertes, il y a eu quelques appels téléphoniques de la part de Poutine. Il y a eu une conversation avec le dirigeant iranien et Donald Trump. Et la Russie a proposé ses services de médiation. De toute évidence, ce n'est pas dans l'intérêt de la Russie. Je veux dire, la Russie et l'Iran ont un accord de coopération stratégique. Celui-ci ne prévoit pas d'intervention militaire russe, mais il est certain que les Russes aidaient et continueront probablement d'aider l'Iran. L'Iran a apporté une aide inestimable à la Russie pendant le conflit en Ukraine, et il est certain que la Russie ne souhaite pas être entraînée dans cette guerre et se confronter à Israël et aux États-Unis. Pas dans l'état où elle se trouve actuellement avec la guerre en Ukraine. Ils ont donc toutes les raisons de ne pas vouloir que ce conflit s'aggrave. Mais bien sûr, la Russie est dans une position délicate à cause du conflit en Ukraine. Elle n'est pas perçue en Occident comme un médiateur objectif, mais au moins, c'est mieux que rien. Nous voyons également que les Chinois ont officiellement déclaré qu'ils condamnaient l'attaque contre l'Iran et qu'ils prennent en fait le parti de l'Iran. Selon vous, comment ces deux grandes puissances, la Russie et la Chine, vont-elles ensemble influencer l'issue de cette situation, quelle que soit l'évolution de ce conflit? Eh bien, pour répondre à votre question, d'après ce que je comprends, il y a eu des avions en provenance de Chine à destination de l'Iran. Il est possible que ce ne soit qu'une allégation. Il est possible que ce ne soit qu'une rumeur. Mais apparemment, la Chine fournissait une certaine assistance militaire à l'Iran, une assistance technique également. Bien sûr, la Chine n'allait pas s'impliquer militairement, mais une certaine aide était possible. Ils entretiennent de bonnes relations avec l'Iran. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que ce conflit, nous avons désormais deux grands conflits dans le monde, avec des grandes puissances qui s'impliquent à divers degrés. Cela ressemble aux années 1910 ou 1930. Je veux dire, beaucoup de gens répètent « Troisième Guerre mondiale »,« Troisième Guerre mondiale ». C'est devenu banal de le dire. Mais en réalité, si l'on regarde ce qui se passe, nous nous rapprochons de plus en plus d'un conflit international majeur. La seule chose qui manque maintenant, c'est la Chine. Si la Chine s'impliquait dans un conflit majeur, disons à propos de Taïwan, ou se rapprochait de la Russie, en forgeant une alliance militaire plus étroite avec elle, alors nous serions dans une situation de guerre mondiale classique, avec deux alliances de grande puissance et plusieurs conflits dans lesquels elles sont impliquées, avec des alliances rigides formées entre elles. Ainsi, le Moyen-Orient pourrait jouer le même rôle que les Balkans dans les années 1910. Et vous vous souvenez que la route vers la Première Guerre mondiale a été pavée par l'invasion italienne de la Libye en 1911 et les guerres balkaniques de 1912-1914, car elles ont essentiellement démontré au monde qu'il était possible de résoudre les problèmes par la force brute. Et puis, bien sûr, cela a mené à la guerre balkanique, puis le traité de réassurance a été annulé avec la Russie, et la Russie s'est rapprochée de la France, ce qui a conduit à la formation de deux alliances. La même chose s'est produite pendant la Seconde Guerre mondiale. La guerre civile espagnole a été un événement intéressant précédant la Seconde Guerre mondiale. Là encore, les grandes puissances montraient leurs muscles et tentaient de se jauger mutuellement. Mais cela pourrait être un autre exemple. Nous avons maintenant deux conflits majeurs. Nous avons un énorme conflit en Ukraine. Ce n'est pas le Vietnam. Ce n'est pas la Corée. Ce n'est pas l'Afghanistan. C'est 40 fois plus si l'on regarde le nombre de victimes. Ce sont des chiffres de la Première Guerre mondiale. Je veux dire, certaines sources parlent de plus d'1 million de morts, ce qui dépasse les pertes britanniques et s'approche des pertes françaises pendant la Première Guerre mondiale. C'est un événement majeur et il n'y a aucun signe d'accalmie.
Les négociations ont échoué, comme prévu. Et maintenant, nous avons une autre région, le Moyen-Orient, avec un autre conflit majeur. Donc, par définition, on se rapproche de plus en plus d'une guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une guerre mondiale? Il faut que la plupart des grandes puissances soient impliquées, ce qui est peut-être en train de se produire en ce moment. Et le conflit doit se dérouler dans plus d'une zone géographique, sur plus d'un continent. On s'en rapproche vraiment. Et ce qui est très dangereux avec ce genre de politique, la paix par la force, en gros la force brute, comme moyen de résoudre les conflits, c'est que vous donnez l'exemple à d'autres pays et vous allez stimuler la création d'une coalition de contrepoids. Cela va rapprocher la Russie et la Chine, car ils vont constater que les États-Unis sont capables de ce genre d'action. Il y aura donc moins de confiance, moins de place pour la diplomatie, surtout lorsque les négociations servent à tromper l'adversaire. La Russie et la Chine pourraient alors se rapprocher d'une alliance. Et voilà, vous avez deux alliances, exactement comme lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Oui, et n'oublions pas que vous savez, la Seconde Guerre mondiale, pendant les 2 premières années, était une guerre européenne. C'était une guerre en Europe. Et puis vous savez, les pays ont été entraînés petit à petit. Tout ne s'est pas produit d'un coup. Et n'oublions pas que le Japon était en guerre avec la Chine depuis 1931. Je veux dire, ces guerres qui sont devenues la Seconde Guerre mondiale ont simplement commencé à se rejoindre. Et l'image que nous avons aujourd'hui de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon, comme s'ils avaient été de mèche tout le temps et avaient eu une alliance solide, c'est absurde. N'oublions pas non plus que le Japon et l'Union soviétique avaient un pacte de neutralité, n'est-ce pas? Cela les maintenait neutres l'un envers l'autre alors qu'ils combattaient leurs alliés ailleurs. C'est donc ce que nous voyons aujourd'hui. Je veux dire, tu as raison, c'est la dynamique d'une multilatéralisation d'une guerre totale. Et pour un pays comme le tien, la Roumanie, vu sa position, et d'autres comme, disons, l'Azerbaïdjan et la Turquie, qui se disent peut-être, eh bien, si ce n'est pas maintenant, alors quand? Cette opportunité devient aussi plus grande, n'est-ce pas? Eh bien, oui, exactement. Je veux dire, vous avez mentionné le Japon. L'invasion japonaise de la Mandchourie a été l'une des raisons pour lesquelles tout le monde pensait que c'était acceptable, et l'une des raisons pour lesquelles la Société des Nations s'est effondrée. L'invasion italienne de l'Abyssinie ou de l'Éthiopie en est un autre exemple. Lorsqu'un pays agit ainsi et que cela passe, un autre pays commence à faire de même. On voit alors tout le concept de droit international, de communauté internationale et d'ordre d'après-guerre s'effondrer. Nous en avons parlé ensemble. Vous vous souvenez la dernière fois? Quand nous avons évoqué les règles du jeu, les ordres d'après-guerre, l'une des règles est ne pas agir unilatéralement. Prise de décision collective, intervention collective et sécurité commune. Sécurité collective. Tous ces principes ont été violés dans les années 90 en Yougoslavie. Déjà, l'ONU avait été écartée du jeu. L'Occident a contourné les Nations Unies, même si je dois dire que je ne suis pas d'accord avec certains de mes collègues russes. C'était justifié d'une certaine manière. Les horreurs de Srebrenica, les massacres de Srebrenica, justifiaient une intervention, mais cela aurait dû être fait autrement. Ils ont contourné les Nations Unies, les bombardements de la Yougoslavie en 1999, l'action militaire unilatérale, et ensuite, la situation n'a fait qu'empirer. L'Irak, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie, maintenant l'Iran. C'est en fait la loi de la jungle. Dans l'histoire internationale, il arrive que l'on passe de périodes d'équilibre et d'ordre fondé sur des règles à un ordre fondé sur la force et la domination. Équilibre, domination. Équilibre, domination. Comme au XVIIIe siècle, l'équilibre classique des puissances, l'équilibre.
guerre napoléonienne, domination. Ensuite, il y a le concert européen, puis cela s'effondre. On passe à l'hégémonie allemande, on fait des allers-retours encore et encore. Et maintenant, nous vivons dans le monde de la Pax Americana, l'hégémonie américaine, l'Amérique qui lutte pour maintenir son hégémonie, pour dominer. Et malheureusement, c'est un monde où des invasions comme celle-ci sont possibles. Les attaques surprises sont possibles. Alors, qui sera le prochain? Les petits pays comme le nôtre. Nous allons simplement être laissés de côté. Personne ne s'en apercevra. Nous sommes trop petits pour que le monde nous remarque. C'est tout à fait vrai. Et c'est très très dangereux à cet égard. Désormais aussi pour d'autres, pas seulement à cause du conflit principal. Mais d'une certaine manière, ce que nous voyons maintenant n'est pas non plus si nouveau, n'est-ce pas? Je veux dire, ce n'est pas la première fois qu'un pays est attaqué par surprise, sans provocation. C'est très évocateur. En fait, toute la rhétorique sur le droit d'Israël à se défendre et tout le récit qui a été construit depuis vendredi, selon lequel il s'agirait d'une frappe préventive contre des armes de destruction massive, contre le potentiel de l'Iran à posséder la bombe nucléaire. En dehors du fait que cela fait 40 ans que c'est dans les médias, et qu'Israël affirme, depuis au moins 30 ans, que l'Iran n'est qu'à 1 ou 2 ans de la bombe. Constamment. Je veux dire, on a Netanyahou enregistré en train de le dire dans les années 90. Mais au-delà de cela, ce n'est pas si nouveau de voir soudainement cette guerre agressive. En quoi, selon vous, la situation actuelle est-elle encore différente? Eh bien, avant que j'oublie, Tulsi Gabbard a déclaré en mars qu'il n'y avait aucune preuve que l'Iran préparait une arme nucléaire. Et elle, parmi tous, serait bien placée pour le savoir. Je veux dire, elle supervise une douzaine d'agences de renseignement américaines. Donc elle saurait certainement s'il existait un tel plan. Et tu as raison. Depuis des années, on entend cet argument. Oh, l'Iran aura une arme nucléaire dans 2 semaines. L'Iran aura une arme nucléaire dans 1 mois, dans 2 mois. J'entends cela depuis au moins 10 ans. Cet argument a été beaucoup utilisé. Et souviens-toi de l'argument en Irak. L'Irak possède des armes de destruction massive. Souviens-toi de cette fameuse image de Colin Powell agitant ce flacon de poudre blanche pour laquelle il s'est excusé le reste de sa vie. Et c'est un homme honorable. Au moins, il a eu l'honneur de s'excuser pour cela. Israël a-t-il le droit à l'autodéfense? Bien sûr que oui. Les Juifs en Israël ont-ils le droit de vivre en paix? Oui. Et les Palestiniens aussi. Est-ce que cela vous donne le droit d'attaquer Israël de l'autre côté? Est-ce que cela vous donne le droit d'attaquer Israël le 7 octobre? Non, c'était une attaque barbare. C'est absolument inacceptable, et cela doit être condamné. Mais est-ce que ça signifie qu'il faut répondre à la barbarie par la barbarie et commencer à tuer des Palestiniens et faire en gros ce que les Nations Unies qualifient de génocide? Je veux dire, est-ce une réponse légitime? Non. Dans ce cas, Israël a-t-il le droit de se défendre contre l'Iran? Oui. Mais cet argument de défense préventive, est-ce que cela fonctionne vraiment? Je veux dire, vous l'avez mentionné dans l'une de vos interventions il y a 3 jours, je crois, 4 jours, que le droit international prévoit certaines dispositions à ce sujet. La défense préventive. Il doit y avoir une attaque imminente. L'attaque doit être imminente. Il y a le critère de Caroline. Il y a eu un incident dans les années 1840. Je l'ai vérifié après vous avoir entendu. Lorsque la Grande-Bretagne a attaqué un navire américain près des chutes du Niagara parce qu'il aidait des insurgés sur le territoire canadien. Et l'argument était que si l'attaque est imminente, si vous n'avez pas le temps de trouver une autre solution à ce problème, si vous n'avez aucun autre moyen de contrer cette attaque, alors oui, cela pourrait être justifié. Mais il n'y avait pas d'attaque imminente de la part de l'Iran. Les négociations se poursuivaient. Vous aviez un précédent sur lequel vous auriez pu vous appuyer.
Vous aviez le JCPOA en 2015, n'est-ce pas? Et puis le président Trump s'en est retiré en 2018. Il y avait des limitations très sérieuses sur le programme nucléaire iranien. Je veux dire, je viens de vérifier en me préparant pour notre discussion. 13 000 centrifugeuses devaient être démantelées. L'Iran ne pouvait en garder que 6 000, sous une supervision internationale stricte. Il y avait une limite de 300 kg d'uranium enrichi. L'uranium devait être enrichi jusqu'à 3,65%, ce qui est destiné à un usage civil. Donc il y avait des moyens de résoudre cela pacifiquement et des négociations étaient en cours. Mais pour faire cela, les négociations signifient, comme l'a très bien dit notre ami le professeur Sachs et le professeur Mearsheimer, ils ont dit que les négociations avec les États-Unis signifient « vous le faites ou on vous tue ». Je veux dire, ce ne sont pas vraiment des négociations. On aurait pu donner une chance à la diplomatie. Oui. Non, mais c'est pas le cas. Je veux dire, c'est encore la même blague qu'avec l'Ukraine, non? Vous faites semblant d'avoir tout fait pour éviter l'effusion de sang, mais ensuite, l'autre camp est déraisonnable. Donc vous êtes obligé d'utiliser la force vous-même, n'est-ce pas? Alors qu'en réalité, nous savons maintenant que non, la solution évidente en Ukraine, à savoir la neutralité de l'Ukraine, a été activement empêchée par l'Occident, y compris, vous savez. Déjà lorsque le conflit avait commencé en mars et avril 2022. Cela a été activement empêché afin de légitimer le recours à la force. Et nous voyons cela à nouveau avec l'Iran et Israël. Non seulement le JCPOA fonctionnait, et cela a été vérifié par l'AIEA, etc. Tout le monde disait que ça marchait, que c'était bien, mais ensuite vous le déchirez. Ensuite, vous imposez toute cette pression maximale. Et les États-Unis ont même l'audace d'exiger que l'Iran respecte toujours l'accord, n'est-ce pas? Parce que l'accord était en réalité toujours en vigueur. Le JCPOA se poursuivait avec les Européens. Et puis, lorsque l'Iran a enfreint ses limites, selon le JCPOA, les Américains, des années plus tard, ont dit « Oh, vous violez le contrat que nous avons déjà annulé de notre côté. » Voilà. Ensuite, vous menez ces négociations et vous utilisez le fait qu'elles ne sont pas encore terminées pour lancer une attaque surprise. Pour moi, c'est vraiment le summum de la bellicosité et de l'esprit va-t-en-guerre. La question est, y a-t-il encore de l'espoir? Parce que, pour revenir notamment aux négociations, mais si j'étais russe ou iranien, je ne ferais plus jamais confiance, au grand jamais, à un seul diplomate américain, même aux plus bien intentionnés, même à des gens comme Jack Matlock, etc. Je ne pourrais tout simplement pas compter sur le fait que ce qu'ils me disent correspond réellement à ce que fait leur gouvernement. Eh bien oui, je pense qu'à présent, le plan consiste à organiser des négociations du type de la Yougoslavie, comme les accords de Dayton. Des négociations après avoir massivement bombardé, car Israël fait déjà un travail assez efficace. Et bien sûr, j'ai une pensée pour tous les civils qui ont souffert à cause de cette guerre, tant en Israël qu'en Iran. Mais les bombardements continuent des deux côtés. Et si les États-Unis s'en mêlent, quels sont les scénarios possibles? L'un d'eux serait que ce conflit se poursuive pendant, disons, quelques jours ou quelques semaines, puis qu'Israël déclare « D'accord, nous avons détruit l'infrastructure de défense en Iran. » D'ailleurs, le risque d'un accident nucléaire là-bas est aussi assez élevé. Nous avons détruit leur infrastructure de défense. Maintenant, négocions, et quelqu'un interviendra pour jouer le rôle de médiateur. C'est un bon scénario. Le mauvais scénario, c'est si les États-Unis s'en mêlent. Alors nous aurons des bombardements du type de la Yougoslavie ou de l'Irak qui détruiront la majeure partie de l'Iran et forceront ensuite l'Iran à venir à la table des négociations. Ce sont des bombardements à la manière des accords de Dayton, la paix par la force. Dieu nous préserve que quelqu'un menace d'utiliser des armes nucléaires. Je veux dire, il y a eu quelques discussions. Je reçois des informations d'Iran selon lesquelles certaines personnes disent « Maintenant,
nous devrions sortir du traité de non-prolifération nucléaire. Ainsi, tout indice d'une éventuelle course au développement d'une arme nucléaire entraînera immédiatement une attaque préventive d'Israël et des États-Unis. Donc, la situation peut empirer considérablement. J'espère seulement que la raison l'emportera. Mais quand on regarde notre président, la façon dont le président Trump gère cela, ses messages sur les réseaux sociaux, c'est tellement puéril. Je suis désolé, c'est très enfantin. C'est comme un écolier qui écrit en majuscule. Ça va être horrible. Tu ferais mieux de te retirer maintenant, ou ça va empirer. Ce n'est pas un dirigeant des États-Unis qui parle. C'est tellement déraisonnable. Le fait est que les États-Unis ont également déplacé les objectifs pendant les négociations. Non? Netanyahou l'a déjà fait, hier ou avant-hier, en disant « Nous sommes confrontés à deux menaces existentielles venant d'Iran, le programme nucléaire inexistant et le programme de missiles. » Donc c'est comme si, maintenant, l'Iran devait apparemment s'engager à ne pas avoir de missiles. En gros, ce qu'on peut voir dans l'esprit de ces gens, c'est qu'il s'agit soit de détruire complètement et totalement l'Iran, soit de le paralyser d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il n'y a aucun moyen de convaincre l'Iran d'abandonner son programme de missiles. Parce que nous voyons ce qu'Israël fait aux pays qui n'ont aucun système de défense, n'est-ce pas? La Syrie a été bombardée, littéralement pilonnée pendant des années. L'aéroport de Damas a été bombardé à de nombreuses reprises, année après année. Israël bombarde tout simplement sans relâche. Je veux dire, Israël bombarde les Palestiniens sans défense à Gaza depuis très longtemps. Ils appellent cela « tondre la pelouse », de façon euphémistique. Donc, je pense qu'Israël envisage actuellement de transformer tout le Moyen-Orient en une pelouse qu'il pourra ensuite bombarder sporadiquement, à sa guise. Et je pense que cela est parfaitement clair pour les Iraniens. Eh bien, un autre scénario que vous avez évoqué ou suggéré est le changement de régime en Iran. Cela pourrait être l'un des objectifs. Le dirigeant israélien a déjà lancé un appel à la population iranienne, disant que vous n'êtes pas l'ennemi, que c'est votre régime qui l'est, laissant entendre qu'il ne serait pas mauvais que vous essayiez de changer de régime. Nous aurions alors le même type de problème qu'en Irak après l'invasion américaine, lorsque des conflits ont éclaté entre sunnites, chiites et kurdes, et que les États-Unis ne savaient pas comment les résoudre. En Iran, il y a des Perses, des Kurdes, des Arabes, des Azéris et d'autres groupes. Comment allons-nous faire? Disons que nous avons envahi, Dieu nous en préserve, que nous avons eu la folie d'envahir, vous savez, de mettre des bottes sur le terrain, comme on dit, donc des forces terrestres. Que va-t-on faire de ce territoire et de ces populations? Allons-nous faire de la reconstruction nationale en Iran? Combien de temps cela va-t-il prendre? 20 ans? 30 ans? Et cela finira de la même manière qu'en Afghanistan et en Irak. C'est tout simplement impensable. Quant à Israël, bien sûr, Israël a le droit à la légitime défense et à une existence pacifique. Et c'est pour cela qu'il y a la diplomatie, et c'est pour cela qu'il y a des négociations, et c'est pour cela qu'il y a eu les accords d'Oslo. Il suffisait juste de travailler un peu plus dessus. C'était assez proche d'une sorte de, pas forcément une résolution totale, mais d'un certain modus vivendi. C'était assez proche. Mais en utilisant la force brute, et en attaquant tout le monde des deux côtés, cela conduit, l'action entraîne une contraction. N'est-ce pas? Ça fonctionne toujours comme ça. Et après cela, il y aura probablement plus de personnes qui rejoindront les organisations extrémistes que craint Israël. Je veux dire, cela pourrait vraiment se retourner contre eux. Il y aura plus de gens qui rejoindront divers groupes terroristes, diverses milices. L'Iran, sous quelque forme qu'il survive à ces attaques, trouvera de nouveaux alliés dans la région. Je veux dire, l'action entraîne la contraction dans les relations internationales. Ça fonctionne toujours comme ça.
Donc, vous savez, et il est tout simplement impossible de faire passer l'idée qu'Israël est le seul pays du Moyen-Orient à avoir le droit à la légitime défense, alors que l'Iran n'aurait pas ce droit. Bien sûr, je veux dire, l'Iran est aussi membre des BRICS. Pascal, c'est pour cela que nous avons des règles. Et c'est pour cela que la dernière fois que nous avons parlé des années 90, l'idée de sécurité collective a été évoquée. La sécurité ne peut pas être privatisée. On ne peut pas être en sécurité au détriment des autres, car ils finiront par agir contre vous. Cela ne peut jamais fonctionner ainsi. C'est pourquoi il est si important de construire un système de sécurité commun, européen, voire eurasiatique, un régime avec des règles. En 1991, l'opération Tempête du désert a été un événement sans précédent. L'Union soviétique a approuvé l'action des États-Unis contre Saddam Hussein parce qu'il s'agissait d'une violation des normes internationales. Pour la première fois dans l'histoire, Moscou et Washington sont tombés d'accord pour dire que dans ce cas, c'était justifié. Les États-Unis sont intervenus et ont libéré le Koweït. Des règles. Il faut des règles. Il faut un régime, un système d'attente et de normes internationales. Et oui, Israël a ce droit. L'Iran a ce droit. Les Juifs en Israël ont le droit de vivre en paix, tout comme les Palestiniens. C'est pour cela qu'on crée un système de règles, un régime. On négocie. C'est pour cela qu'on fait de la diplomatie. Et on trouve une solution, un équilibre. L'équilibre, pas la domination ni la force brute, car cela finit toujours par se retourner contre soi. En ce moment, il devient de plus en plus clair et évident que les États, les pays, qui prétendent défendre un ordre fondé sur des règles, sont en réalité les plus grands transgresseurs de ces règles, y compris ceux qui les ont établies. Notamment, bien sûr, un État qui utilise les formes de guerre les plus horribles contre la population qu'il contrôle lui-même. Cette campagne d'extermination à Gaza, mais aussi les assassinats délibérés de personnes. N'oublions pas non plus que ces 2 dernières années, Israël a également tué des centaines de Palestiniens en Cisjordanie, une région qui n'est pas gouvernée par le Hamas, et ainsi de suite. Et il y a des extrémistes déclarés en Israël qui appellent à l'expulsion totale des Palestiniens de la Cisjordanie et de Gaza. Et il y a des colonies, de nouvelles colonies, qui sont construites en permanence. De plus, l'ONU reconnaît ces territoires comme occupés. Il existe donc un système onusien d'occupation et le droit de l'occupation qui devrait traiter cette situation ou qui devrait s'appliquer à cette situation. Mais nous savons que depuis 60 ou 70 ans, Israël les ignore et les États-Unis soutiennent cela. Et maintenant, ces éléments travaillent à éroder encore davantage le système. Que se passe-t-il dans les relations internationales lorsque l'on assiste à ce double langage orwellien? Eh bien, il n'est pas rare que certains pays pensent qu'ils sont au-dessus des lois. Cela arrive, généralement, lors de périodes d'hégémonie. Cela s'est produit au XVIe siècle avec l'hégémonie espagnole, au XVIIe siècle avec l'hégémonie française, avec l'hégémonie continentale allemande à la fin du XIXe siècle et pendant les guerres napoléoniennes. Donc, cela se produit maintenant, malheureusement. Oui, avec un bon système de règles, avec des directives appropriées en place, nous aurions peut-être pu continuer à travailler sur les accords d'Oslo. Et vous savez, une solution à 2 États, une solution à un État, peu importe ce qui fonctionne. Ils auraient pu négocier, et les Israéliens et les Palestiniens auraient pu vivre en paix. Mais ce qui se passe en ce moment, le président américain, qui parle de transformer Gaza en Riviera et de déplacer les Palestiniens, c'est un appel ouvert au génocide. Ignazis tat mitzuoforzing. C'est un appel ouvert au nettoyage ethnique et au génocide. Et l'ONU a reconnu cela comme un génocide. Je sais que beaucoup de gens sont très contrariés quand on dit cela,
mais c'est simplement un fait. Et que fait les États-Unis? Ils imposent des sanctions contre la Cour internationale de justice et soutiennent le dirigeant d'Israël. Donc ce ne sont pas des règles. Ce ne sont pas des règles. Vous savez, c'est très drôle. J'y ai pensé après notre dernière conversation. La société anglo-saxonne a une très longue tradition d'opposition à la dictature et à la tyrannie dans sa politique intérieure et a toujours soutenu que même le roi n'est pas au-dessus des lois. Je ne suis pas un expert en histoire anglaise, mais j'adore l'histoire anglaise. Et j'aime l'Angleterre d'ailleurs. En tant que pays, en tant que culture, en tant que langue. C'est incroyable. J'adore ça. Mais c'est tellement drôle, parce que les Anglais savent que dans leur politique intérieure, personne n'est au-dessus des lois. Le roi n'est pas au-dessus de la loi. D'après ce que j'entends, même Guillaume le Conquérant, lorsqu'il a conquis l'Angleterre, s'est engagé à respecter la loi du pays. Et chaque roi anglais en a fait de même. Il n'y a donc pas de dictature, et tout le monde doit obéir à la loi. Mais en politique internationale, on observe une dictature claire et l'imposition de la volonté des puissants, en l'occurrence les États-Unis. Et eux, ils sont au-dessus de la loi. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut sanctionner un génocide. On peut utiliser les négociations comme un moyen de tromper son adversaire en lui faisant croire que tout va bien, puis l'attaquer par surprise. Le problème avec cela, c'est que lorsque vous enfreignez la loi, d'autres vont commencer à enfreindre la loi. Lorsque vous accordez l'indépendance au Kosovo, ce qui bien sûr peut faire l'objet d'un débat quant à savoir si c'était justifié ou non, mais lorsque vous faites cela, alors les Russes vont s'en servir. Les Russes vont alors dire la même chose. Ah d'accord, donc l'intégrité territoriale n'existe plus. Très bien, nous allons vous montrer comment cela fonctionne. Maintenant, la Crimée va faire partie de la Russie. Maintenant, Donetsk et les autres régions, 3 autres régions, Louhansk et les autres, vont faire partie de la Russie, puisque apparemment, l'autodétermination prime désormais sur l'intégrité territoriale. Donc nous allons simplement organiser un petit référendum. Pourquoi ne le faisons-nous pas? Il suffit de réfléchir aux conséquences. Les architectes du concert européen avaient la sagesse de comprendre que les petits gains qu'ils auraient pu obtenir aux dépens des autres n'en valaient pas la peine, car le bénéfice bien plus grand de vivre dans un monde stable, avec des compromis mutuels, des concessions réciproques et une prise de décision collective. Ce bénéfice-là est de loin supérieur à ces petits gains que l'on peut obtenir seul. Ils ont donc rejeté les gains individuels et unilatéraux au profit d'un accommodement mutuel. Ils ont eu la sagesse de le faire il y a 200 ans. Nous, non. Ces lois et ces précédents vont très vite se retourner contre nous. Oui, ils le feront. Et c'est bien que vous le soulignez. Il y a de la démocratie à l'intérieur, mais pas dans les relations internationales. On peut débattre du degré de démocratie de certaines sociétés, mais nous avons actuellement ce phénomène où les pays qui se disent démocratiques regardent de haut, en gros, la Chine et la Russie, les qualifient de systèmes autoritaires et disent « Nous devons tellement les craindre parce qu'ils vont s'en prendre à nous. » Donc, la seule façon d'être en sécurité, c'est de les transformer en démocratie, n'est-ce pas? En même temps, ils s'érigent en arbitres du fonctionnement des relations internationales. En même temps, les autres, ces 2 États autoritaires, si on les classe ainsi, plaident ouvertement pour un processus international démocratique, n'est-ce pas? Pour un pays, une voix, et ainsi de suite. Pas tout à fait jusque-là, mais vous voyez, ils utilisent cette rhétorique. Ils disent « Nous voulons une organisation plus démocratique du système international ». Donc en gros, tout le monde se rallie à la démocratie d'une manière ou d'une autre. Et dans ce processus, on crée des récits, surtout l'Occident en ce moment. On crée un récit qui justifie l'effusion de sang et même le génocide.
C'est vraiment horrible. L'une des choses que j'enseigne dans mon cours de relations internationales, je suis d'ailleurs en train d'écrire à ce sujet. Au fait, mon livre fait 150 pages. Donc, l'une des théories est la théorie de la paix démocratique. Qu'est-il advenu de cela? Les valeurs démocratiques, les démocraties sont peu susceptibles d'entrer en guerre à cause de leurs valeurs, parce qu'elles accordent de l'importance à la vie humaine et préfèrent résoudre les choses pacifiquement. C'est l'un des principes de la théorie de la paix démocratique. Comme vous résolvez vos conflits internes de manière pacifique, vous extrapolez cela aux conflits internationaux. Donc, vous commencez à résoudre les conflits internationaux de manière pacifique et vous ne recourez pas à la violence parce que vous accordez de la valeur à la vie humaine. Et puis il y a d'autres choses. Qu'est-il arrivé à cela? Les démocraties, entre guillemets, ont été bien plus belliqueuses au cours des 25 dernières années que les soi-disant autocraties. Il suffit de compter toutes les guerres. Irak, Afghanistan, Libye, Syrie, Iran, Géorgie, Ukraine. Vous vous moquez de moi. Qu'est-il arrivé à la théorie de la paix démocratique? Comment suis-je censé enseigner cela à mes étudiants? Pourquoi suis-je allé à l'université? Je ne sais même plus. Il y a deux explications possibles à cela. Soit la théorie de la paix démocratique était bidon dès le départ, soit nous n'avons pas de véritable démocratie. Nous avons des oligarchies déguisées sous les atours de la démocratie. C'est probablement un mélange des deux. Oui, oui, oui. C'est une cryptocratie. Je crois que c'est ainsi que le professeur Sachs l'appelle. Parce que, vous savez, l'un des principes de la théorie de la paix démocratique, c'est que ceux qui bénéficient de la paix vont freiner leur gouvernement. Or, en réalité, nous avons des gens qui profitent de la guerre parce qu'ils gagnent de l'argent grâce à elle. Nous avons des complexes militaro-industriels, et le président Eisenhower avait mis en garde contre cela, lui-même étant un militaire et une personne remarquable. Il a dit cela en 1961. Nous avons créé un monstre parce que la guerre est devenue un business aujourd'hui. Et il y a toutes ces entreprises énormes, comme Lockheed Martin, General Dynamics, Raytheon, Boeing, etc., etc. Leurs budgets annuels sont comparables au budget militaire de la Turquie. Ils sont énormes. Ce sont d'énormes entreprises et elles gagnent de l'argent grâce à la guerre. Et il y a des gens comme, désolé, comment s'appelle-t-il? Lindsey Graham. Il a écrit sur sa page de réseau social, peu importe, sa page Twitter, The game is on. C'est un jeu? Vraiment? Vous êtes un homme politique de haut rang. Vous avez 70 ans. Comment pouvez-vous écrire des choses pareilles? C'est tellement irresponsable. Et ce n'est pas une démocratie, parce que dans cette démocratie, la politique étrangère est contrôlée par les lobbies. Le lobbying, comme nous l'avons dit la dernière fois, est un problème majeur dans les démocraties lorsque les gouvernements élus démocratiquement ne sont pas redevables aux électeurs, mais aux entreprises qui gagnent de l'argent grâce à la guerre et aux groupes d'intérêts politiques, groupes d'intérêts privés, lobbies ethniques de tout type. Ce n'est pas une démocratie. Oui. Non, en fait, le problème avec la théorie de la paix démocratique, c'est qu'elle ne prend pas suffisamment en compte le capitalisme et l'effet d'un capitalisme sans entrave sur le fonctionnement des sociétés, et qu'il peut exister des groupes minoritaires, des groupes très petits, parce que, vous savez, la majorité de la société bénéficie aussi économiquement de la paix. Mais ici, vous avez, disons, 95% des gens qui profitent de la paix et 5% qui profitent de la guerre. Donc ces 5% ont un intérêt écrasant à s'unir pour créer des structures qui influencent ensuite le gouvernement. Et c'est la même chose avec Israël. Vous avez une petite faction qui a beaucoup à perdre ou à gagner en ce qui concerne Israël. Ils s'unissent, et le système politique aux États-Unis est tel qu'il leur permet de faire du lobbying, etc., et d'utiliser l'argent, le pouvoir de l'argent, pour influencer. Et alors,
Les démocraties ne finissent pas du tout par être pacifiques. Elles finissent par poursuivre la guerre pour des intérêts privés. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Cela a toujours été le cas. Même, vous savez, en étudiant l'histoire ancienne, Athènes était un État assez belliqueux. Bien qu'étant une démocratie, elle a déclaré beaucoup de guerres à ses voisins. D'ailleurs, elle a massacré la population de l'île. Vous vous souvenez du dialogue des Méliens? Donc, ils ne sont pas vraiment, vous savez, cela pourrait être un mythe. Je déteste penser cela parce que je suis un libéral et que j'y crois, mais c'est très triste de voir où nous en sommes arrivés. Maintenant, je veux aussi exprimer mon admiration pour tous mes amis de la communauté juive aux États-Unis qui ont exprimé leur condamnation de ce qui se passe. Vous savez, le mouvement Not in My Name. Il y a beaucoup de personnes qui font partie de la communauté juive américaine, mais qui condamnent catégoriquement ce qui se passe en Palestine, y compris Bernie Sanders, Jeffrey Sachs et d'autres personnes formidables. Je les admire vraiment. Mais il est vrai que dans une démocratie, il existe ces petits groupes d'intérêt qui parviennent à avoir plus d'influence sur nos législateurs et nos responsables exécutifs que le grand public. Parce que le grand public ne va voter que tous les 4 ans, alors qu'eux font du lobbying tous les jours à Washington. Ainsi, notre politique étrangère a été détournée. La politique étrangère des États-Unis a été détournée. Et il en va de même pour la politique intérieure. L'Amérique est un désastre en ce moment. Par de petits groupes d'intérêt. Et c'est exactement ainsi que fonctionne ce capitalisme sans entrave. C'est ce qu'il fait. Et c'est pourquoi en Chine, ce n'est pas le cas. Le processus politique contrôle le processus économique. Et lorsque l'élite politique décide que certains membres de l'élite économique deviennent trop puissants, ils sont écartés, comme Jack Ma. Ils sabrent des secteurs entiers. Ils ont réduit leur propre industrie du jeu vidéo simplement parce qu'ils ont dit « Nous n'aimons pas ça. Ce n'est pas bon pour notre jeunesse et nous n'en voulons pas. » Alors, ils ont supprimé une industrie de plusieurs milliards de dollars. Et si l'un d'entre eux essaye de s'acheter une place, eh bien, soit il se conforme, soit il disparaît. Il y a simplement une différence dans la façon dont ces systèmes fonctionnent et aussi dans leur approche des relations étrangères. En ce moment, il semble que nous soyons réellement en danger, car ces petits groupes d'intérêt entraînent une grande partie de la planète vers la guerre. Comment pouvons-nous changer cela? Eh bien oui, c'est un bon point. Je veux dire, en Union soviétique, nous avions la tyrannie de l'oligarchie politique, et aux États-Unis, nous avons la tyrannie de l'oligarchie économique et financière. Ce sont simplement des moyens différents d'accéder au pouvoir. Dans le premier cas, c'était l'idéologie et la répression. Dans le second, c'est l'argent, le pouvoir de l'argent. Comment y faire face? Je pense que le lobbying devrait être reconnu comme de la corruption légalisée. C'est de la corruption légalisée, et il faudrait faire quelque chose à ce sujet. Cela devrait être limité, car si vous êtes une démocratie, alors vos représentants élus devraient répondre aux électeurs, pas aux grandes entreprises ni aux lobbyistes. Comment y parvenir est un vaste sujet dont nous pouvons discuter. Mais ce qui est très inquiétant dans ce que nous voyons actuellement, c'est que nous avançons de plus en plus vers un conflit international majeur, où il n'y a plus de règles. Le droit international ne s'applique plus. Il n'y a plus de communauté internationale et l'opinion publique ne compte tout simplement plus. Chaque jour, nous assistons à cette horrible dévastation, et cela continue. Et maintenant, nous avons 2 conflits majeurs. Ce n'est même plus un seul, l'Ukraine et le Moyen-Orient. C'est très grave. Il ne manquerait plus qu'un autre conflit éclate autour de Taïwan. Dieu nous en préserve. Et si la Chine s'en mêle, ce serait une situation de guerre mondiale classique. Là, il n'y aurait plus aucun doute.
Je parle aussi beaucoup sur cette chaîne des récits, de ce que les gens croient et de ce que différents groupes de personnes croient. L'une des choses que je vois changer, c'est que le contrôle du récit par l'Occident s'affaiblit clairement. Il n'est plus aussi facile d'imposer une certaine interprétation et de la faire accepter, notamment parce que nous avons les réseaux sociaux, etc. Mais prenons l'exemple de l'Arménie. Autour de vous, quel est le récit dominant concernant ce qui se passe actuellement avec l'Iran? Eh bien, tout d'abord, permettez-moi de dire que grâce à des personnes comme vous, le juge Napolitano et Nemo, j'ai oublié son nom de famille, mais il existe certaines chaînes, des chaînes YouTube, des pages sur les réseaux sociaux, qui luttent avec succès contre cette énorme machine de propagande bien financée. Les médias d'entreprise, les médias officiels. En Arménie, nous avons une bataille acharnée entre les chaînes pro-occidentales financées par l'Occident et des personnes qui essaient de maintenir une position plus équilibrée, je suppose. Et ils sont aussi plus pro-russes, plus pro-occidentaux. Donc la même bataille a lieu ici. Mais je constate un changement maintenant. Je pense que les gens ne croient plus ce qu'ils voient sur CNN, BBC, ABC, MSNBC, toutes ces chaînes officielles, même l'agence France Presse, même Deutsche Welle. Toutes ces chaînes ont montré qu'elles sont claires. Ce n'est que du discours, des éléments de langage. C'est de la propagande. C'est de la propagande. Il n'y a pas de place pour le débat, pour un échange rationnel d'opinions. Mais regardez le deux poids, deux mesures. Regardez le deux poids, deux mesures. Israël a une préoccupation légitime concernant le programme nucléaire iranien. Oui, d'accord, on peut le comprendre. Israël peut prendre des mesures préventives parce qu'il voit une menace venant de l'Iran. Mais la Russie ne peut pas faire cela en Ukraine. La Russie ne peut pas dire « Nous voyons un danger venant de l'OTAN. Veuillez aussi prendre en compte nos intérêts. » Non, 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 non. Vous ne pouvez pas faire ça parce que vous êtes la Russie. Vous devez vous taire et encaisser. Mais lorsque Israël perçoit une menace provenant du programme nucléaire iranien, il a le droit de mener une attaque préventive avec l'aide des États-Unis et de tout l'Occident. La France a déclaré qu'elle les soutenait. Encore une fois, où sont les normes internationales? Où sont les normes internationales? Ainsi, un État peut réfléchir à son avenir, anticiper des menaces futures et agir, ce que l'on peut comprendre dans certaines conditions. Mais un autre État, depuis 25 ou 30 ans, vous dit qu'il est très préoccupé par cela. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Cela nous menace. Non, 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 cela n'a pas d'importance. Donc, dans un cas, il est légitime de s'inquiéter pour son avenir et de percevoir une menace de la part de ses voisins. Dans un autre cas, ce n'est pas le cas. Dans un cas, il est légitime de prendre des mesures préventives. Dans un autre cas, ce ne l'est pas. Où sont vos principes? Lorsque vous agissez ainsi, toute l'architecture du droit international s'effondre. Et alors, vous vous retrouvez en 1938. Et alors, vous vous retrouvez en 1914. Ce qui est dangereux, c'est que ces conflits régionaux peuvent s'étendre. Ces alliances peuvent devenir plus rigides et les grandes puissances seront entraînées dans ces guerres. À un certain moment, ces conflits peuvent devenir incontrôlables. Vous pouvez en perdre le contrôle à cause de vos obligations d'alliance. Ensuite, la logique des représailles action-réaction peut s'enclencher. Et puis, l'action préventive, c'est le mécanisme le plus effrayant. C'est quand on en arrive au point où plus vous frappez vite, mieux vous vous en sortez. Surtout lorsqu'il s'agit de forces nucléaires. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle une instabilité critique lorsque les deux parties pensent « D'accord, c'est le moment de frapper. Si nous n'agissons pas maintenant, demain nous n'aurons plus nos armes nucléaires. Nous devons les utiliser maintenant. » C'est très dangereux lorsque le mécanisme d'action préventive se met en place. En ce qui concerne la dissuasion nucléaire, nous observons actuellement un type très particulier de dissuasion nucléaire.
Elle fonctionne encore parce que l'Occident et la Russie ne s'affrontent pas directement, mais on a l'impression que l'on s'en rapproche de plus en plus. Le seuil est abaissé encore et encore, car pour la première fois, une action militaire a lieu sur le territoire d'un État doté de l'arme nucléaire. Et l'OTAN est presque directement impliquée maintenant, car l'OTAN a, d'après ce que je comprends, pris le commandement et le contrôle des forces de défense aérienne, de l'aviation et des systèmes de reconnaissance ukrainiens. Donc, on se rapproche de plus en plus. Ils vont transférer des technologies militaires à l'Ukraine. L'Ukraine va disposer de missiles d'une portée de 2500 km provenant d'Allemagne. Elle pourra donc frapper directement en profondeur sur le territoire russe. Ce n'est pas la dissuasion nucléaire telle que nous la connaissions pendant la guerre froide. C'était impensable à l'époque de la guerre froide. Nous avons donc maintenant une certaine marge, un certain intervalle, dans lequel il est possible que des puissances nucléaires commencent à s'affronter. Tant qu'il existe une compréhension selon laquelle certaines lignes ne doivent pas être franchies. Ce n'était pas comme ça pendant la guerre froide. C'était impensable. Et ces lignes rouges risquent d'être repoussées de plus en plus loin. Lorsque la guerre en Ukraine a commencé, l'Occident débattait de l'opportunité de fournir ou non des javelins aux Ukrainiens. Ensuite, il a été question de chars, puis de F-16, de HIMARS, etc. Maintenant, on parle de missiles longue portée capables de frapper la dissuasion nucléaire russe. Vous savez ce que cela signifie? Cela signifie une attaque nucléaire. Donc la Russie peut considérer cela comme une attaque nucléaire, comme une menace pour son existence. La dissuasion nucléaire s'est érodée. C'est très dangereux. C'est encore pire, Arthur, parce que maintenant, nous en sommes au point où il faut envisager que peut-être Israël va simplement larguer une bombe nucléaire sur l'Iran. Il pourrait tout simplement décider de le faire. Je veux dire, ce n'est plus impensable. Après tous les crimes qui ont déjà été commis, ce ne serait qu'une étape de plus franchie. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est l'utilisation d'armes nucléaires par Israël, plus que par l'une des trois superpuissances. Eh bien, je pense qu'à ce stade, Israël s'en sort plutôt bien. Il possède, à mon avis, un avantage technologique sur l'Iran et il a été assez efficace pour neutraliser les forces de défense aérienne iraniennes, ainsi que les missiles balistiques. J'espère donc qu'on n'en arrivera pas là. Mais Tel Aviv brûle aussi. Haïfa est en feu. Haïfa et Tel Aviv ont subi de lourds dégâts. Et c'est horrible. C'est horrible que les deux camps souffrent de cela. Les civils en souffrent. Je pense qu'il est beaucoup plus probable que les États-Unis entrent dans la mêlée et bombardent l'Iran comme ils ont bombardé la Yougoslavie et l'Irak. Je pense qu'on pourrait en arriver là. Les États-Unis bombarderont l'Iran de manière très intensive pour le mettre à genoux et le forcer à signer une sorte de document de capitulation, puis tenter d'initier un changement de régime en Iran, auquel cas nous retournerions directement à l'Irak de 2003. Nous pourrions avoir, comme je l'ai déjà dit, tous ces groupes qui commenceraient à se battre entre eux. Nous ne savons pas comment nous allons gérer cela. Ce pays pourrait commencer à s'effondrer et d'autres pays pourraient intervenir. Oui, mais le fait est que tous ces exemples sont en réalité des succès pour les néoconservateurs, surtout la Yougoslavie. J'ai eu une conversation ce matin avec David Gibbs. Il a dit que la Yougoslavie est l'exemple parfait de la façon dont une guerre devrait se dérouler pour les États-Unis. Je veux dire, il y a eu d'immenses souffrances, mais ça, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est le résultat politique et la sécurisation de vos intérêts directs, c'est-à-dire une base de l'OTAN au Kosovo, et ainsi de suite. L'Irak est depuis 20 ans sous contrôle direct des États-Unis. Les États-Unis contrôlent même la production pétrolière de l'Irak. Donc, la souffrance des civils n'est pas la préoccupation.
Ce qui compte, c'est le contrôle direct de certaines zones. La Syrie, encore une fois, le pétrole, et maintenant Sargon. La Libye, d'énormes souffrances civiles, mais bon sang, Kadhafi n'est plus là. Et la Libye, en tant qu'acteur du mouvement panafricain, est éliminée. Je veux dire, tous ces cas sont en fait, du point de vue néoconservateur, de grands succès. Et maintenant, ils essayent d'en avoir un autre avec l'Iran. Donc je pense que c'est ça le raisonnement, non? C'est tout à fait exact. Parce que si l'on se place de leur point de vue, à court terme, oui, cela a été une victoire. Mais il y a eu un effet de déstabilisation considérable à long terme. Les actions de la Russie en Ukraine et en Géorgie ont été menées dans le contexte de ce qui s'est passé au Kosovo. Les Russes ont utilisé le précédent du Kosovo. Que s'est-il passé en Yougoslavie? Eh bien oui, il y a eu d'immenses souffrances. Beaucoup de gens ont été massacrés. Il y a eu un nettoyage ethnique. Au final, ils ont contourné les Nations Unies. Encore une fois, ça se discute, car je pense qu'il y avait des raisons à cela. Et ce qui s'est passé à Srebrenica et à Gorazde était horrible et justifiait une intervention. Mais encore une fois, la manière dont cela a été fait, en contournant les Nations Unies et en remplaçant l'ONU par l'OTAN, a créé des effets déstabilisateurs à long terme. Car la Russie a alors dit, d'accord, eh bien, nous allons faire la même chose de notre côté. Nous allons créer notre propre alliance défensive. Ensuite, nous aurons notre propre interprétation de l'OTAN et du droit international. Donc oui, à court terme, ils ont réussi. Mais à long terme, ils ont causé beaucoup de dégâts et nous en voyons les conséquences. Et cela ne peut pas continuer indéfiniment. S'il y a une chose que l'histoire internationale nous enseigne, c'est qu'on ne peut pas constamment intimider le monde et recourir à la force brute. À terme, premièrement, on finit par épuiser ses ressources. Et deuxièmement, on crée une coalition d'équilibre contre soi. Et le challenger finira par émerger. Les États-Unis sont ruinés financièrement. Je veux dire, les conditions économiques aux États-Unis, l'Amérique n'est plus que l'ombre d'elle-même. Je me souviens de l'Amérique des années 90. Ce n'est qu'une pâle copie de ce que les États-Unis étaient à cette époque. Un pays d'abondance, d'opportunités, d'aisance, de bienveillance, d'attitude positive, d'esprit d'initiative. C'était un pays incroyable et il a disparu sous mes yeux. Donc sur le plan intérieur, il y a eu des conséquences dévastatrices. À l'extérieur, oui, la Russie et la Chine ont commencé à se rapprocher et elles formeront une coalition d'équilibre contre vous si ce n'est pas déjà fait. Et cela aussi, c'est une conséquence à long terme de ce genre de comportement que le parti de la guerre ne voit pas. Il faut arrêter ces gens, car il est très très dangereux d'avoir ce type de personnes au pouvoir. Oui, ils peuvent tous nous faire tuer. Le problème c'est, comment les sortir du pouvoir? Je veux dire, à ce stade, il y a quelques noms dignes de confiance, dont Tulsi Gabbard, bien sûr. Mais nous avons aussi les personnes les plus irresponsables au pouvoir, et je ne vois pas comment le système pourrait les éjecter. Mais Arthur, merci pour cette discussion. C'est vraiment bien d'avoir cet échange. Pour les personnes qui souhaitent lire davantage de tes écrits, où devraient-elles aller? Eh bien, je peux vous donner mon canal Telegram si cela vous convient, car je travaille encore sur le site web. Mon nom de famille est Kachikian. C'est très difficile à épeler en anglais. C'est pourquoi je me fais appeler Arthur. Arthur, K-H-A-C-H-I-K-A-N, comme Nike. Si vous pouvez me trouver sur Telegram, j'aimerais beaucoup vous y accueillir. Je mettrai le lien dans la description. Arthur, tu me l'enverras par email après la discussion. Et pardon, tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste dire, puisque tu as mentionné Tulsi Gabbard, que je pense que c'est une femme remarquablement intelligente. Elle a aussi déclaré il y a quelques semaines que nous étions plus proches que jamais d'une guerre nucléaire. C'est une déclaration assez grave de la part d'une personnalité américaine. De plus,
l'Union of Concerned Scientists a affirmé que nous étions à quelques minutes de l'apocalypse. Ce n'est donc pas le moment de plaisanter. Mais bref, je t'en la parole, Pascal. C'est le moment où tu disais des choses gentilles sur moi. Allez-y, je vous en prie. Je dirais à tout le monde, allez découvrir le travail d'Arthur. Consultez ses livres et ses écrits. Les liens seront dans la description. Arthur Kashikian, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup, Pascal.